À propos des attachements en prothèse amovible, eh bien, nous allons voir dans le vécu que je vous propose quelques éléments de biomécanique, quelles sont pour moi les réalités cliniques, comment on peut les utiliser en implantologie, et une notion intéressante qui est pour moi une notion de verrou. Donc en premier, voyons les éléments de biomécanique. Sur la coupe anatomique de Pierre Carpentier et Fabien Taïeb que nous avons annotée, nous voyons des prothèses qui sont d'une part appuyées sur une surface d'appui, sur des crêtes, et d'autre part qui sont en équilibre au milieu d'organes paraprothétiques que sont la langue, la joue, les lèvres. Il y a aussi un plan d'occlusion, le plan moyen d'occlusion, puisque les points d'occlusion sont dans un fer à cheval, dans un volume, un plan moyen d'occlusion qui permet de stabiliser ces prothèses. Donc nous avons d'une part un équilibre dû au muscle et d'autre part un équilibre fonctionnel dû à l'occlusion. Il faut noter que le plan moyen d'occlusion se situe en général sous la ligne de plus grand contour de la langue lorsque celle-ci est au repos. Ces deux schémas montrent le maxillaire avec ses dents représentées par des cylindres et la mandibule comportant une prothèse adjointe partielle. Un des schémas est celui de l'occlusion lors de la déglutition et d'un certain équilibre de cette prothèse adjointe partielle. L'autre schéma montre le nouvel équilibre qu'il peut y avoir lorsqu'il y a l'insertion d'un bol alimentaire, par exemple, entre les dents ou s'il y a, par hasard, un contact de surocclusion. Sur le premier schéma, représentant une occlusion en déglutition, d'une part l'ATM, d'autre part un plan moyen d'occlusion, représenté par des cylindres qui se rencontrent, et des ronds qui sont des dents prothétiques. S'il y a un bon équilibre occlusal, avec une répartition des charges occlusales effectives, c'est-à-dire contrôlée à l'aide d'un papier de 7 à 8 microns, qui est tour à tour serré au niveau des dents naturelles et au niveau des dents prothétiques, de la même façon. Il y a alors, lors de la rencontre des dents, lors de l'occlusion des dents, nous avons à ce moment-là peu de chances d'avoir une rotation autour de la dent support d'attache. Nous pouvons avoir tout au plus un très léger enfoncement de la muqueuse sous la pression occlusale. Sur le deuxième schéma, où il y a une interposition d'un bol alimentaire, où il y a une surocclusion au niveau d'une dent prothétique, nous avons alors à ce moment-là un mouvement de rotation qui est dû au fait que l'enfoncement parodontal au niveau de la dent support d'attachement et l'enfoncement dû à la dépressivité tissulaire ne sont pas comparables. Aussi, puisque nous utilisons systématiquement des attachements rigides, qu'ils soient intra ou extra-coronaires, nous avons toujours à avoir un même angle alpha, dont la limite est le fait que l'extrémité distale de la prothèse va être en limite d'enfoncement. Nous voyons donc qu'en 1, nous avons une limite d'enfoncement et que si nous divisons la longueur de cette selle par 2, la nouvelle extrémité qui se trouve en position 2 va pouvoir s'enfoncer 2 fois plus, c'est-à-dire que nous allons avoir une rotation d'un nouvel angle alpha.
nous aurons une rotation, donc, pour la moitié de la selle de 2 alpha. La première conclusion est que l'attachement soit intra- ou extra-coronaire importe peu. Deuxième conclusion, une selle, plus elle est longue, moins l'angle alpha sera important et moins l'effet scoliodontique sera aussi important. Autre conclusion, l'extrémité distale de la prothèse doit être parfaitement spatulée, arrondie, pour éviter un traumatisme de la muqueuse, et c'est pour cela que nous devons largement prendre l'empreinte du trigone. Il faut noter que pour nous, nous choisissons de relier nos attachements au châssis avec de la résine et non pas de les souder, de telle manière à avoir l'opportunité d'une notion de fusible en cas de trauma trop important. La conclusion générale de ce qui vient d'être dit est qu'une selle longue a un effet nettement moins scoliodontique qu'une selle courte et de ce fait doit toujours être privilégiée. Le deuxième point comporte les réalités cliniques, c'est-à-dire le choix des matériaux, la gestion des forces occlusales, la notion d'empreinte spécifique ou pas, une notion de charge sellaire et une indication du choix du type d'attachement. Nous avons vu que les prothèses étaient en équilibre au milieu des organes paraprothétiques et aussi grâce à l'occlusion. Les attachements ne sont qu'un plus à cet équilibre. Pour notre part, nous choisissons des attachements rigides parce que nous avons un angle alpha qui est connu, qui est parfaitement défini et que nous pouvons maîtriser. Nous pensons que les attachements non rigides exercent un effet cyclique alterné de force alternée sur le desmodonte de la dent support et que cela peut être préjudiciable à cette dent. D'autre part, les fabricants nous disent avoir beaucoup plus de retour des attachements non rigides. C'est pour ça que nous pensons qu'il est plus facile à mettre en œuvre des attachements rigides. Et c'est pour cela que pendant tout notre exercice, nous avons toujours utilisé des attachements rigides, soit à friction non activable lorsqu'il s'agit d'éléments de prothèse fixée, comme par exemple ici sur ce petit bridge, soit à friction activable pour simplement une notion de confort, car l'expérience montre que lorsque la friction diminue, si la prothèse a été bien réalisée, malgré le manque de friction, eh bien la prothèse est toujours en équilibre et le patient s'en sert absolument parfaitement. Sur ces photos, nous voyons en distal des deux dents céramiques des attachements dits de McCollum, qui sont des attachements avec un double feuillet, c'est-à-dire qu'il y a une petite encoche qui permet d'activer cette friction et d'augmenter la friction de ces attachements, de les contrôler. Ce sont donc des attachements à friction qui sont activables. Ils sont fournis essentiellement en or et donc ne peuvent être utilisés qu'avec des métaux précieux, or de classe 4. En bas à droite de cette diapositive, nous voyons un autre type d'attachement. Ce sont des attachements biloques. Ce sont des attachements biloques qui sont des attachements à friction. Nous avons deux cylindres qui rentrent dans une partie femelle en forme de jumelle. Et ces deux cylindres peuvent être écartés ou rapprochés de telle manière à choisir la friction. C'est un très très bon attachement que j'ai énormément utilisé et qui présente un avantage, c'est de pouvoir couler soit en or,
soit en nickel chrome. Cet attachement présente un avantage dans le fait qu'il est activable, en ce sens qu'il va donner un confort initial au patient, le rassurer dans la rétention de sa prothèse, et si cette friction a tendance à disparaître, le patient a pris l'habitude de maintenir sa prothèse en place grâce à des organes paraprothétiques et grâce à l'équilibre occlusal, et pourra continuer tranquillement à vivre avec ses prothèses. Nous avons vu des attachements comme ça sur des prothèses qui ont duré 15-20 ans et qui n'avaient plus aucune friction. Pourtant, le patient pouvait mastiquer sur ses prothèses et vivre avec ses prothèses sans aucun problème. Dans le moindre doute, si le patient est inquiet, il est possible donc de très légèrement redonner une petite friction à ces attachements. Il est présenté ici un attachement un peu particulier qui est l'attachement mini-SG. Le mini-SG est un attachement relativement récent et vous voyez que la partie mâle qui est extra-coronaire a la possibilité d'avoir plusieurs parties femelles. Une partie femelle qui est un verrou qu'on verra plus tard, et ici pour le cas présent, deux parties femelles avec des gaines qui sont des gaines en polymère et qui ne sont pas des gaines en métal. La gaine rouge qui est une gaine en polymère qui va abraser le métal et qui pourra être remplacée par des gaines qui compensent cette usure. Il y a à peu près en général 2 à 3 jeux de gaines possibles dans ce type d'attachement. Ou alors vous avez une autre gaine qui est ici marquée en blanche, on voit blanche, et avec une vis à côté qui permet de compenser la friction et la perte de friction par une vis conique qui va augmenter le serrage de la gaine. Il faut savoir que lorsqu'on a un attachement qui est mâle et femelle en métal, il est évident que la qualité du métal doit être exemplaire du fait que si vous utilisez par exemple un métal de classe 2, c'est-à-dire un métal à céramique, votre attachement va très très vite s'user et vous allez donc perdre énormément de son intérêt en quelques mois. Il va falloir utiliser soit des nickel chrome, soit des ors de classe 4. Lorsque vous avez un contact métal-métal, il y a effectivement une légère abrasion, une légère usure de ces attachements. Lorsque vous utilisez une partie en métal et une partie en polymère, il faut savoir que c'est la partie en métal qui va s'user et non pas la partie en polymère. En abrasion, la dureté n'a aucun intérêt. C'est l'état de surface qui va faire que vous allez avoir une abrasion ou pas. Et en mécanique, on a l'habitude de dire que c'est le mou qui use le dur. Dans le cas présent, nous avons choisi une gaine rouge, c'est-à-dire que nous pensons qu'effectivement il y aura peu d'abrasion, puisqu'il n'y a pas abrasion sans friction, du fait simplement de l'importance du fraisage contralatéral de cette prothèse. Dernière chose à savoir, il faut savoir que ces différents polymères qui composent des gaines dans les attachements ont des durées de vie totalement différentes d'un patient à l'autre. Ça peut être de l'ordre de 1 an, 1 an et demi à 3 ou 4 ans avant qu'une abrasion n'intervienne. Il faut aussi être conscient que si la partie en métal est usée se trouve du côté du bridge ou des éléments de prothèse conjointe, eh bien, le jour où il ne sera plus possible de compenser parce qu'il n'y a plus de gaine ou plus de possibilité de serrage de la gaine, il faudra refaire la prothèse conjointe. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans la qualité des métaux utilisés et du polissage parfait du métal afin de limiter énormément les phénomènes d'abrasion métal-polymère.
Le fait d'avoir des attachements contralatéraux amène à avoir des liaisons, des soudures à faire entre le châssis et ses attachements. Nous voyons en haut le cas d'un Mac-colonne destiné à une prothèse en or qui devra être soudé à du cobalt-chrome, et en bas un attachement biloc qui lui devra être soudé à un châssis aussi en cobalt-chrome. Pour ce faire, nous allons devoir utiliser un apport d'un élément de soudure qui aura un intervalle de fusion comprenant les deux intervalles de fusion des deux métaux. Nous allons utiliser à ce moment-là une technique de brasure qui est dite la technique de beurrage, c'est-à-dire que chaque élément va être en premier beurré avec cet élément d'apport, puis ensuite réuni. Une deuxième remarque concernant ces images, c'est le fait qu'il y a des crochets associés à des attachements, en partie contralatérales. Pourquoi? Parce que on n'obtient pas toujours, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir faire les fraisages que l'on voudrait d'une manière contralatérale, et le fait d'associer un crochet et un attachement permet d'avoir un axe d'insertion parfait, d'avoir un phénomène d'emboîtement plus que parfait, et d'avoir en même temps une rétention associée au crochet. Autant je n'aime pas les crochets parce que je trouve que ce sont des éléments qui ont tendance à induire des effets scoliodontiques trop importants sur les dents, autant dans le cas de fraisage ou d'association de fraisage et d'attachement, les crochets, à mon avis, trouvent leur intérêt, particulièrement dans les zones postérieures contralatérales. Ces deux photos montrent des attachements contralatéraux qui sont ici des mini-restes de Cheney. On peut remarquer que sur la photo du haut, il y a des embrasures larges et la possibilité d'avoir une hygiène aisée. Par contre, sur la photo en bas et à droite, la notion d'hygiène est beaucoup plus difficile à mettre en place et il faudra pouvoir utiliser des fils de type superfloss permettant d'être passés sous les inter de bridge et de parfaitement pouvoir respecter le parodonte autour de ces inter de bridge. Il est évidemment très important de pouvoir assurer une hygiène sous des attachements contralatéraux, particulièrement parce qu'il va y avoir en plus une potence avec une partie mâle. Ici, l'absence de fraisage et la position des inters indiquent de réaliser des plans guides pour que la potence puisse jouer un rôle d'emboîtement avec les attachements mini-restes de Cheney. Vous voyez que cette notion de plan guide est d'autant plus importante que la hauteur coronaire va être faible. Quelques notions permettant de mieux comprendre l'indication d'empreinte anatomo-fonctionnelle ou pas pour pouvoir avoir une bonne stabilité de nos prothèses et pouvoir réaliser des prothèses à attachement. Au maxillaire, on peut considérer environ la surface d'appui maxillaire, tout au moins dans la partie projetée sur le plan d'occlusion, environ de 25 cm². Ce qui veut dire, pour des forces masticatrices qui sont de l'ordre de 80 newtons à 150 newtons, et qui pourraient atteindre 500
Newton à 700 Newton, ce qui veut dire une charge palatocellaire de l'ordre de 0,4 kg au centimètre carré. Cette charge est relativement faible et ce n'est pas une augmentation d'une surface périphérique de l'ordre de 2 mm qui va augmenter la surface de 7 à 8% qui va véritablement limiter l'enfoncement prothétique. À la mandibule, la surface projetée d'une crête sur le plan moyen d'occlusion représente environ une surface qui est de l'ordre de 4 cm², soit pour la même charge occlusale qu'au maxillaire, une charge cellaire qui est de l'ordre de 2 kg au cm². Ce qui veut dire que la charge est 5 fois supérieure à la mandibule plutôt qu'au maxillaire dans le cas présent. D'où l'intérêt de vouloir obtenir une surface un peu plus grande qui peut-être pour 1 ou 2 mm à la périphérie de l'ordre de 10%, mais ne sera jamais notablement importante. Toutefois, l'indication devient alors pour moi importante quand même, ne serait-ce que pour obtenir une stabilisation de la prothèse dans le plan frontal et de limiter les mouvements de cette prothèse, de réaliser une empreinte anatomo-fonctionnelle. Il est à noter que la dépressibilité est un coefficient, donc sans unité, et que cette dépressibilité, lorsqu'on peut l'évaluer, et comment l'évaluer, permet de connaître l'enfoncement d'une prothèse sous une charge donnée. Ce qui est sûr, c'est que cliniquement, nous voyons que cette dépressivité est très faible lorsque la muqueuse est saine. Et pour obtenir une muqueuse saine, il est important de préparer cette muqueuse. Pour ma part, je demande un brossage quotidien de cette muqueuse afin d'obtenir une hyperkératose et d'obtenir une qualité de muqueuse telle qu'elle soit la moins dépressive possible. Conclusion clinique de ce qui vient d'être dit, c'est que d'une part, il faut préparer la muqueuse à recevoir une prothèse, que l'intrado prothétique doit être parfaitement poli pour ne pas irriter cette muqueuse, et que d'autre part, pour ma part, au maxillaire, je me contenterai systématiquement d'une empreinte à la ginate, parce que l'enfoncement est très très limité, alors qu'à la mandibule, je mettrai toutes les chances de mon côté en réalisant une empreinte anatomo-fonctionnelle qui permettra de limiter cet enfoncement et surtout, par l'obtention des volets linguaux, de stabiliser cette prothèse et de limiter les mouvements entre l'intrado prothétique et la muqueuse. Si au maxillaire, je prends systématiquement une empreinte à l'alginate de bonne qualité, avec un matériau battu mécaniquement et sous vide. À la mandibule, systématiquement, quasiment systématiquement, je prends une empreinte anatomo-fonctionnelle à la patte de Kerr, sous une selle espacée, puisque ce matériau a un fluage qui est faible. L'intérêt est d'obtenir, après refroidissement, un matériau aussi dur que la résine. Ce qui veut dire que je peux tout de suite vérifier la stabilité prothétique de ma prothèse en s'en mordant sur un coton et en vérifiant que les parties contralatérales ne bougent pas. D'autre part, j'ai une bonne maîtrise d'éventuels points douloureux pouvant exister à l'intrado en pouvant réchauffer ponctuellement cette patte de Kerr
et ainsi ne pas avoir plus tard à légèrement diminuer une extension de résine qui provoquerait une douleur. Intérêt hors sujet de réaliser aussi cette empreinte à la pâte de Kerr est le fait que, ayant un matériau dur, ayant une empreinte me permettant d'avoir une future prothèse parfaitement stable puisque je peux le contrôler immédiatement, j'ai la meilleure maquette d'occlusion me permettant d'enregistrer ma relation intermaxillaire. Une remarque importante à mon sens est le fait que si, dans le cas d'une empreinte à la pâte de Kerr d'un secteur dit libre, c'est-à-dire ne comportant pas un appui tel qu'il soit encastré, est faisable et contrôlable immédiatement, dans le cas d'un secteur encastré, le fait de mordre sur un coton, de toute façon, fera que ma prothèse sera de fait stable du fait des appuis occlusaux ou des fraisages ou des attachements, mais que je risque de ne pas avoir un bon appui muqueux qui puisse aider à la sustentation de ma prothèse. Aussi, il me semble absolument nécessaire, sous les secteurs encastrés, systématiquement, de vérifier qu'un matériau très fluide de type pré-surpaste soit chassé lorsque cette prothèse est parfaitement à fond, c'est-à-dire sous pression occlusale en mordant, par exemple, sur un coton salivaire. Sinon, eh bien, on a une selle encastrée qui n'est ni plus ni moins qu'un bridge. Nous voyons ici un contact prématuré qui induit un mouvement lors de l'occlusion. Ce contact prématuré est un contact prématuré déflecteur qui induit ici un mouvement composé de latéropropulsion qui provoque des contraintes au niveau des articulations et au niveau de la neuromusculature. Il existe plusieurs sortes de contacts prématurés. Les contacts prématurés qui sont déflecteurs, c'est-à-dire qui vont induire un mouvement mandibulaire, et des contacts prématurés de surocclusion qui n'induisent pas de mouvement mandibulaire. Posselt a montré qu'il y avait une différence entre l'intercuspidie et l'occlusion de relation centrée. En fait, son étude porte sur 20 cas et il n'a jamais dit que ces deux positions étaient physiologiques. D'autres auteurs, bien après, ont montré que si on supprimait ce contact déflecteur, eh bien, l'intercuspidie coïncidait avec la relation dite centrée. Pour ma part, sur un ensemble de 974 cas de Cluso, qui ont été traités par petits groupes de 30 à 40 par des thésards, eh bien, on montre que l'essentiel des mouvements induits est supprimé par le meulage d'un contact, voire deux, très exceptionnellement de 3. Ce qui veut dire que, à partir du moment où on a supprimé ce contact déflecteur, il n'y a plus de contrainte au niveau des articulations ni de la neuromusculature pendant l'occlusion des dents. Sur cette représentation en 3D d'un cas clinique réel, nous avons la possibilité de supprimer le contact déflecteur en retirant, grâce à l'ordinateur, au logiciel, la dent causale. On peut s'apercevoir à ce moment-là qu'on a une intercuspidie et que cette intercuspidie coïncide avec la relation dite centrée. Pour ma part, cette relation dite centrée, qui a beaucoup de définitions, je préfère l'appeler la relation mandibulo-maxillaire de référence. Cette relation mandibulo-maxillaire de référence est évidemment
une référence à dimension verticale physiologique est telle qu'il n'y ait aucune contrainte, ni neuromusculaire, ni articulaire. En conclusion pratique, eh bien, il est d'un grand intérêt de pouvoir supprimer toute contrainte neuromusculaire et articulaire avec un moyen clinique quelconque, pour ensuite supprimer ce contact déflecteur. Ainsi, on pourra, pendant tout le reste de l'existence du patient, se contenter d'un enregistrement d'une réelle intercuspidie maximum, et non pas d'une intercuspidie habituelle. L'occlusion a pour fonction principale de permettre la déglutition, un amarrage lors de la déglutition. Cette position doit être parfaitement précise et unique, de telle façon à être parfaitement enregistrée dans notre cerveau. Il nous est donc nécessaire de créer un verrou de l'occlusion dans cette position de relation mandibulo-maxillaire de référence, telle qu'il n'y ait aucune contrainte neuromusculaire et articulaire, et telle que la fonction de déglutition puisse être parfaite. Nous aurons alors une stabilité prothétique permise par l'occlusion. On peut remarquer que la Croix-Rouge montre que le crochet sera ensuite supprimé pour cette prothèse à attachement lorsque la prothèse sera totalement terminée. Utilisation des attachements en implantologie. Un implant n'a pas de desmodonte, il n'y a donc pas d'angle alpha. Il n'y a pas de possibilité de rotation, mais il y aura une possibilité que de flexion sur l'implant. Aussi, nous avons pensé que le fait d'utiliser des attachements axiaux était quelque chose d'intéressant en prothèse amovible. Pour ma part, très rapidement, j'ai évolué vers des techniques avec des mésostructures qui m'ont permis d'utiliser à meilleur escient les attachements en implantologie. Un implant ne possède pas de desmodonte. Nous n'aurons donc pas d'angle alpha. Aussi se pose le problème de l'attachement rigide ou rupteur de force en implantologie. Si on a un seul implant, support d'attachement, eh bien on va avoir un effet de flexion sur cet implant. Or, un implant n'aime pas la flexion. Et la fatigue en flexion est la cause de la plupart des ruptures des implants. Il est alors possible éventuellement de jumeler deux implants. En jumelant deux implants, le centre de rotation se trouvant entre les deux implants, comme on le voit en bas, à ce moment-là, nous avons un implant qui travaille en traction et un implant qui travaille en compression. Nous avons à ce moment-là, d'un point de vue biomécanique, des implants qui travaillent bien mieux. Lorsqu'on pose des implants, on peut organiser une très légère convergence de quelques degrés dans le plan sagittal et dans le plan frontal des implants. Nous aurons à ce moment-là des implants qui travailleront dans le sens antéro-postérieur et dans le sens transversal, en traction et en compression. Pour ma part, je pense que les attachements soit axiaux ou soit simplement des attachements coronaires, il est nécessaire, dans le cas des attachements axiaux qui ne travaillent pas à la sustentation, mais véritablement qu'à la rétention, et qu'ils aient une répartition relativement symétrique de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'effet de levier sur ces implants. Ensuite, je pense que dans le cadre de prothèses supraimplantaires, il est encore mieux de réunir ces implants par une mésostructure. Dans le cadre d'attachement coronaire, là je crois qu'il est vraiment important de pouvoir limiter l'angle alpha au maximum par une très bonne préparation de la muqueuse d'appui de notre patient, en ayant une plus grande surface possible, et qu'ensuite il est important de jumeler au moins deux implants avec cette double convergence. Il est ensuite possible de débattre de la
l'intérêt d'avoir un certain degré de liberté, d'avoir un effet réducteur de force des implants, de telle manière, des attachements, excusez-moi, de telle manière à ce que les implants ne supportent pas de charge excessive. On peut penser que peut-être des attachements qui ont été prohibés parce que beaucoup trop dangereux, tels que les ASC 52, en créant des micro-mouvements au niveau du desmodonte des dents support d'attachement, puisqu'il n'y a pas ici de desmodonte, on peut penser que des attachements de ce type-là pourraient peut-être être envisagés sur des implants, sur des prothèses sur implants, et en associant des fraisages permettant d'avoir un bon axe d'insertion. Pour ma part, que ce soit dans le cadre de prothèses totales, de prothèses subtotales ou de prothèses partielles, j'ai toujours préféré réunir mes implants par une mésostructure qui augmente le polygone de sustentation de ma prothèse et qui annule les effets scoliodontiques de flexion au niveau de mes implants. Ces mésostructures doivent permettre d'avoir un effet d'emboîtement qui soit parfait. C'est-à-dire que la mise de dépouille de la mésostructure doit être au maximum de 3 degrés et que si la hauteur n'est pas suffisante, il faut absolument lui adjoindre des cannelures, et je pense à une hauteur de moins de 4 mm ou de 4 mm, voire 5 mm, des cannelures telles qu'il y ait une stabilité pour un groupe de 2 à 3 dents, même si cette poutre ou cette mésostructure réalise une prothèse subtotale ou totale. L'intérêt des mésostructures, c'est de pouvoir avoir une réelle stabilité initiale de nos prothèses, ce qui fait que nous pouvons utiliser à ce moment-là des verrous qui ne sont pas actifs à moins d'un mouvement de désengrainement et qui permettent une réelle tenue de la prothèse semblable à une prothèse fixée sur ces mésostructures. On peut voir en haut et à droite un type de verrou K-slide que j'ai utilisé beaucoup au début, mais qui présente un tout petit inconvénient, c'est qu'au bout de quelques années, voire pas mal d'années, il peut y avoir au niveau de la rétention, du fait de l'usure de l'armature, il peut y avoir une perte de cette rétention. C'est pour ça que je me suis ensuite dirigé vers des verrous plus intéressants à mon sens, qui sont ceux de Brédan, et qui sont en fait une véritable clavette qui vient transfixer la mésostructure et la prothèse sur cette mésostructure. Nous savons tous qu'un crochet ne devrait, lorsque la prothèse est en place, n'exercer aucune pression sur la dent support de crochet. En fait, en pratique, très souvent les praticiens au laboratoire, il y a un léger coup de pince qui est donné de telle manière à ce que cette pression soit exercée et que la rétention soit meilleure. Ce qui fait qu'en fait, les crochets deviennent des instruments très dangereux pour les dents support de crochet. Nous avons vu ensuite que les attachements que j'utilisais, les attachements coronaires, étaient des attachements à friction, que cette friction pouvait se perdre et que quelque part, le patient prenait l'habitude, grâce à ses organes paraprothétiques et à son occlusion, de faire tenir sa prothèse en bouche et de s'en servir comme d'un outil pour mastiquer et déglutir. L'intérêt des verrous, c'est qu'ils n'exercent aucune pression. Ils transfixent une prothèse sur une autre et ils sont d'une rétention parfaite lorsque le patient, par mégarde, mord sur une substance très collante, ce qui empêche une désinsertion de la prothèse. Mais le reste du temps, aucune pression n'étant exercée, ces verrous ne peuvent pas être dangereux ni pour les dents, ni pour les attachements, ni pour les implants. Par contre, il est à noter que s'il m'a souvent été possible de m'affranchir de fraisages associés à mes attachements coronaires,
Dans le cadre de verrou, il est évident qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait des fraisages associés et que ces fraisages soient importants et permettent un axe d'insertion unique. C'est pour ça qu'ils peuvent être utilisés sur des dents à condition qu'il y ait des prothèses conjointes avec des fraisages ou sur des implants, par exemple avec l'utilisation de mésostructures parfaitement réalisées, c'est-à-dire avec une très faible dépouille et avec des catenures permettant une stabilité et un axe d'insertion unique de nos prothèses. Nous pouvons remarquer deux armatures de part et d'autre du palais, secteur 1 et secteur 2, qui sont des mésostructures, une s'appuyant sur un implant et une couronne et l'autre sur deux implants. Et il n'est pas possible de mettre d'autres implants dans la bouche de ce patient qui présentait de grosses crêpes mais peu de volume osseux. Et nous avons pu réaliser une prothèse grâce au verrou qui ressemble à un bridge, qui a une fausse gencive antérieure, et ceci est très intéressant lorsqu'on a une lèvre courte, et qui est en fait une prothèse amovible, et qui donne la sécurité au patient lorsqu'il mastique quelque chose qui est de collant, de pouvoir avoir l'équivalent d'un bridge en bouche. La mandibule de ce cas clinique est l'antagoniste de cas clinique que nous avons vu qui présentait un fraisage et un mini SG en contralatéral. Nous pouvons voir que trois prothèses sur dents sont réalisées avec des fraisages et que sur ces mini SG, il a été possible de monter des verrous qui viennent d'une part s'emboîter sur les parties mâles, et ces verrous viennent se verrouiller véritablement grâce à une encoche distale dans le cylindre qui compose cet attachement mâle qui est extracoronaire. Cet attachement montre la notion d'emboîtement nécessaire à toute prothèse partielle et donne aussi la possibilité d'une rétention qui est passive lorsque la prothèse est en place, donc sans aucune pression, sans aucun mouvement, et qui est parfaitement active lorsque le patient en a besoin. En conclusion de ce cas clinique, on peut remarquer que la rétention n'est que lorsque le mouvement de désinsertion existe. Ce qui veut dire que pendant tous les mouvements de déglutition, c'est-à-dire d'occlusion en déglutition, il n'y a strictement aucun risque pour le patient, à contrario de crochets qui auraient pu être un peu trop serrés et exerçant une pression constante sur la dent. On remarque que sur cette diapositive, nous pouvons voir que le verrou présenté est un modèle de démonstration qui est en plastique, alors que le verrou utilisé au laboratoire et en clinique est un verrou entièrement en métal. Nous voyons ici l'intelligence des pièces proposées pour pouvoir réaliser ces prothèses à verrou, qui permet aux prothésistes au laboratoire d'organiser les volumes nécessaires à la mise en place de ces verrous. Autre remarque clinique, on peut remarquer que les boutons pression d'accès aux patients, s'ils sont en vestibulaire ou maxillaire, sont toujours du côté lingual à la mandibule. En fait, cela gêne absolument pas le patient et cela est beaucoup plus facile pour retirer sa prothèse en introduisant les deux index dans la bouche. J'ai essayé le contraire en mettant mes verrous et mes boutons poussoirs de verrou en vestibulaire. En fait, cela est beaucoup plus gênant pour le patient. La flèche rouge ici nous montre que les verrous sont bien en métal. Ces verrous sont des verrous donc utilisés au laboratoire et en clinique. Ce sont des verrous que le patient aura en bouche et on aura donc un contact métal-métal entre la partie femelle et la partie mâle de cet attachement.
L'utilisation de verrous, c'est-à-dire d'attachements, permet de réaliser des prothèses qui sont ni fixes ni amovibles. En fait, elles sont amovibles parce qu'on peut les démonter, on peut avoir une meilleure hygiène de la barre, de la mésostructure et des implants, une meilleure hygiène de sa prothèse, et que parfois le nombre et la répartition des implants ne permettent pas de réaliser un bridge fixe, ou alors que la lèvre supérieure, parce qu'elle est trop courte, risque de découvrir les embrasures d'un bridge fixé. Il est alors à ce moment-là nécessaire d'avoir une fausse gencive, et pour beaucoup de patients, je me suis aperçu qu'ils acceptaient très très bien ce type de prothèses, qui sont en fait des prothèses amovibles, mais qui sont parfaitement fixées sur une mésostructure. Ce cas clinique présente deux secteurs 3 et 4 avec des mésostructures qui permettent grâce à ces mésostructures, de mettre en place une prothèse adjointe partielle qui va être fixée par des verrous, ici de type Bredon. Vous voyez qu'il y a une possibilité de les ouvrir et de les fermer, c'est-à-dire d'avoir un claquetage de la prothèse sur la mésostructure. Et l'intérêt de faire des prothèses partielles sur ce type de mésostructure est de n'avoir rien à organiser au niveau des dents, ni mettre de crochet, ni faire de couronne avec des fraisages ou avec des attachements coronaires. L'indication majeure, à mon sens, d'utilisation de mésostructures et de verrous est lorsque les dents résiduelles ont un pronostic parodontal défavorable, ce qui permet à ce moment-là de tout doucement, d'une part de ne pas utiliser les dents résiduelles pour maintenir en place la prothèse, et d'autre part de pouvoir les faire vivre le plus longtemps possible, et lorsqu'elles disparaissent, de pouvoir étendre facilement la prothèse. Toujours dans le cas d'alternatives entre prothèse amovible ou prothèse fixée, nous pouvons voir avec ce cas clinique qu'il a été réalisé un bridge sur une mésostructure, que ce bridge est démontable par le patient, il est amovible donc, et ceci permet d'une part une bonne hygiène de la mésostructure et des implants, et permet de parfaitement nettoyer le bridge. Le cas est possible parce que la lèvre couvre la jonction, lors du sourire, la jonction entre le bridge et la crête. Il faut remarquer qu'un bridge sur une mésostructure comme ça est un élément relativement fragile dans les mains des patients, et qu'il doit être réalisé que dans la mesure où le patient a une certaine adresse manuelle. D'autre part, je ferai la remarque suivante, c'est que ce cas a été réalisé avec deux verrous, et au bout d'un certain temps, il a posé un tout petit problème de mobilité. Je crois qu'en fait, il est mieux d'organiser ce type de prothèse en multipliant le nombre de verrous, au moins à 3 voire à 4 verrous. 4 verrous, cela pose un problème de pouvoir les mettre en place tous les 4 ensemble, mais 3 verrous, cela est tout à fait possible. En conclusion, les attachements de type verrou nécessitent des fraisages, nécessitent un emboîtement correct sur des mésostructures ou sur des couronnes, et il faut bien comprendre que ces verrous sont passifs et ne deviennent actifs que lorsqu'il y a un mouvement de désinsertion. Ce qui fait qu'ils assurent une grande sécurité pour le patient dans leur vie de tous les jours, et d'autre part, ils n'ont pas d'effet scoliodontique sur les implants ou sur les dents.